Hitler était-il un junkie? Aujourd'hui, certains l'affirment. Des chercheurs et des historiens se posent la question. Cocaïne, opiacés, stéroïdes, Hitler était-il accro? L'histoire que nous allons vous raconter n'est pas celle que racontent les historiens classiques. L'histoire que nous allons vous raconter est celle d'un Hitler drogué jusqu'aux yeux, les bras mutilés par les piqûres quotidiennes. Nous avons enquêté à la recherche des traces de cette addiction. Nous avons exploré les archives. Nous avons interrogé des historiens, des spécialistes de la Deuxième Guerre mondiale, des scientifiques. Nous sommes allés jusqu'à Moscou, où nous avons pu examiner le crâne d'Hitler, conservé aux archives de la Fédération de Russie. Peut-être des analyses toxicologiques permettraient-elles de prouver scientifiquement l'addiction d'Hitler? C'est cette enquête que nous allons vous raconter. Une enquête sur la maladie d'un homme et ses ravages sur l'histoire. À l'origine de cette découverte, cet homme, l'écrivain allemand Norman Höller. Il n'est pas historien, mais auteur de romans policiers. Et c'est par hasard, alors qu'il fait des recherches pour un nouveau livre, qu'il fait une découverte extraordinaire. Des documents restés jusqu'alors méconnus, les journaux et les notes du docteur Theodor Morell, le médecin personnel d'Hitler. Norman Höller a passé des semaines à décrypter les carnets du médecin du Führer. Il est aujourd'hui formel. D'un point de vue strictement technique, Hitler peut être qualifié de junkie. De ses recherches, Norman Höller a tiré un livre, L'extase totale, qui a fait scandale, devenant un best-seller et qui a aujourd'hui été traduit dans 17 langues. Hitler junkie, on est loin du mythe du surhomme, ennemi des drogues, qui ne se nourrit que de légumes bouillis pour préserver sa pureté. Il était important que Hitler soit représenté comme ne buvant pas d'alcool, comme étant non-fumeur, comme végétarien. C'était important pour la propagande nazie. L'ironie de l'histoire, c'est que dans les faits, il en était tout autrement. À l'origine de l'addiction du Führer, le docteur Theodor Morell. Morell adhère au parti nazi en 1933. Il a alors 47 ans. Il monte un cabinet médical dernier cri, dans un quartier chic. Et là, il teste sur ses patients toutes sortes de techniques révolutionnaires. Ce médecin à la mode fait figure de pionnier. Dans un domaine nouveau, les vitamines. À cette époque, elles sont considérées comme un remède miracle. Morell les administre en intraveineuse. Morell était connu pour guérir des maladies qui n'existaient pas. Il était emblématique de ce qu'on appelle en anglais un docteur feel-good. On allait chez Morell non pas pour guérir de problèmes graves, mais pour se sentir mieux. Le tout Berlin nazi se presse alors dans son cabinet. La clientèle du cabinet de Morell sur le Kurfürstendamm était les huiles de la capitale du Reich. C'était des acteurs, des sportifs, des nobles, des gens aisés qui allaient le voir pour se remettre en forme avec une injection d'hormones ou de vitamines. Les vitamines ont quelque chose d'absolument miraculeux, comme une promesse qui est a priori comparable à n'importe autre médicament dit miracle. C'est-à-dire cette promesse, en prenant de la vitamine, je peux être plus fort, plus sain. Plus fort, plus sain. Des objectifs en phase avec l'idéologie nazie. Car si officiellement les nazis sont opposés à l'utilisation des drogues, ils ne dédaignent pas les substances pharmaceutiques qui peuvent les rendre plus performants.
Utiliser quelque chose comme un médicament, un stupéfiant, parce qu'on est face à un problème, ou utiliser quelque chose pour améliorer ses performances, ça pour eux, c'est pas quelque chose de scandaleux. C'est plutôt quelque chose, au contraire, qu'on pourrait même encourager. Ces gens-là, en fait, ont un rapport avec la drogue qui est plutôt un rapport de soulagement, voire un rapport d'aide à la performance. Morel a pour patient Heinrich Hoffmann, photographe officiel d'Hitler, ainsi que son assistante, une certaine Eva Braun, qui deviendra la maîtresse du Führer. Ce sont eux qui lui présenteront Morel. Hitler est arrivé au pouvoir 3 ans plus tôt. Un pouvoir qui, bientôt, ne connaîtra plus de limites et qui fera basculer le monde dans l'horreur. Lorsqu'il a rencontré pour la première fois Morel lors d'un dîner privé à Munich en 1936, Hitler lui a confié être gêné par des problèmes digestifs dans l'accomplissement de son important travail de Führer. C'est parce qu'il pouvait soulager ses problèmes digestifs que Morel a dès le début été très important pour Hitler. Morel diagnostique un dérangement de la flore intestinale et recommande la prise de Mutaflor, une sorte d'antibiotique avant l'heure. Hitler est soulagé par le traitement. Dans le même temps, Morel lui administre des injections de mélanges vitaminés dont il a le secret. Des injections dont le Führer ne va bientôt plus pouvoir se passer. Entre Théodore Morel et Hitler se noue une relation très particulière. Le dictateur veut absolument être au top à tout moment. Un souci de santé, un accès de fatigue, une piqûre du docteur Morel suffit. Morel avait dit à Hitler que les injections fonctionnaient beaucoup plus vite que les cachets. Et cette rapidité des injections l'a convaincu à tel point qu'Hitler a tout d'abord été accro aux injections elles-mêmes. Il lui fallait chaque jour sa piqûre. Hitler croit avoir trouvé un nouveau genre de médecin qui lui permet d'être toujours en forme et d'accomplir son travail de dictateur. Un travail qui ne lui laisse aucun répit. Hitler est partout, ne cesse de parcourir l'Allemagne, en train, en avion, de réunions d'état-major en meeting de masse. Et au moindre signe de fatigue, le docteur Morel est là. Éradication immédiate des symptômes, telle est sa devise. À partir de 1937, il n'est pas rare que Morel fasse à Hitler plusieurs injections par jour. Les piqûres rythment les journées du Führer et son traitement s'étoffe. Nous avons pu consulter les fiches du docteur Morel. Elles permettent de dénombrer 80 préparations et produits différents. Ce sont des médicaments à base de foie, de testicules de taureau, d'extraits de glandes hypophyses. Il s'agit surtout de substances animales. Morel devient omniprésent. Il est de toutes les réunions, de tous les voyages. Pourtant, beaucoup des proches du Führer le trouvent répugnant. On est loin de l'arien modèle. Il est gros, souvent sale, et l'uniforme fantaisiste qu'il a fait réaliser est ridicule. Eva Braun, elle aussi, consulte Morel. Le patient B, comme Braun, exige le même traitement que le patient A, comme Adolphe. Les deux amants sont sur la même longueur d'onde. Et le docteur Morel assoit plus encore son influence sur le premier cercle nazi. Quand il est devenu le médecin personnel d'Hitler, Morel a réfléchi à la meilleure façon d'utiliser cette position afin de gagner de l'argent, car il a vu que les gens autour de lui profitaient beaucoup de leur proximité avec Hitler. Il a donc eu l'idée de mettre au point une préparation multivitaminée
qu'il a appelé Vitamultine. Son secret de marketing était de produire de la Vitamultine dans des boîtes dorées spécialement et exclusivement pour Hitler, et quelques-unes dans des boîtes argentées pour les généraux qu'il appelait la Nobel Vitamultine. Il a aussi vendu des centaines de millions de ces cachets aux organisations de masse. Les organisations de masse, ce sont les jeunesses hitlériennes, les organisations ouvrières, les SA, les fameuses chemises brunes. La Vitamultine, c'est un produit qui contient des psychostimulants. Donc ce produit crée un bien-être et qui aussi vous donne l'impression que vous êtes très très fort et très puissant. L'État nazi en est maintenant convaincu par l'efficacité des drogues dans l'avènement du Troisième Reich. Des stimulants comme les amphétamines vont être distribués à grande échelle aux civils comme aux soldats et vont permettre à la Wehrmacht de remporter bientôt ses premières victoires. Le 1er septembre 1939, Hitler donne l'ordre d'envahir la Pologne. Le 10 mai 1940, il lance ses troupes sur la France. Partout, le Blitzkrieg, la guerre éclair, submerge l'adversaire. L'Europe est à feu et à sang. Hitler se sent invincible. Quand Hitler gagne en Pologne et en France, il obtient un prestige immense. Il devient connu sous le nom de plus grand général de tous les temps. C'est comme ça que le décrit la propagande nazie. Persuadé de son propre génie, Hitler n'écoute plus que ses certitudes. Hitler était un joueur. Il n'avait aucune subtilité. Il allait toujours pour le gros coup. Et il pensait que si les généraux traînaient des pieds ou voulaient jouer sur une retraite tactique, c'était parce qu'ils étaient peureux. Il les virait pour leur poltronnerie. Il était totalement inflexible. Dopé par les drogues du docteur Morel, la mégalomanie d'Hitler ne connaît plus de limites. Un an après la capitulation de la France, le 22 juin 1941, l'armée allemande envahit la Russie. 4 millions de soldats allemands sont mobilisés. C'est la plus grande invasion militaire de tous les temps. Hitler s'est juré d'écraser l'Union soviétique. Mais rapidement, les revers militaires s'accumulent. Et comme on le voit sur les notes du docteur Morel, les prises de drogue du Führer augmentent. Tant que tout va bien pour l'Allemagne, Hitler est en pleine forme. Dès qu'arrive la première défaite dans la guerre contre l'Union soviétique, Hitler tombe malade. Il exige de Morel une médication plus forte. Et à l'automne 1941, Hitler reçoit ses premiers opiacés. Et plus la situation se détériore pour les Allemands, plus Hitler consomme de drogue. Sur le front russe, la Wehrmacht est paralysée. Pour la première fois, certains entrevoient la possibilité d'une défaite. Mais le Führer, ivre de drogue, n'a qu'une seule pensée en tête: la résistance fanatique. Il croyait que l'armée rouge allait s'effondrer après les premières grosses pertes. Et il a aussi complètement surestimé les capacités de combat de ses propres troupes. Donc, une mauvaise estimation massive. Le Blitzkrieg ne pouvait pas fonctionner en Union soviétique, comme sur les territoires relativement réduits de la France ou de la Pologne. Ce n'était pas possible en Union soviétique. En Russie, la stratégie du Blitzkrieg est un échec. Les Allemands ne peuvent soutenir un combat de longue haleine contre les Russes, supérieurs en nombre et en armes. Hitler
rendu aveugle par les narcotiques, ne veut pas le savoir. Les défaites s'accumulent, le nombre de piqûres augmente. Hitler a commencé à utiliser de plus en plus de narcotiques pour se maintenir dans un état de distance avec la réalité, où il se persuadait que le super soldat allemand devait de toute façon bien finir par vaincre le sous-homme slave. Les drogues sont sûrement responsables du fait que Hitler ait pu maintenir une vision aussi radicalement étroite. Le 11 décembre 1941, les États-Unis entrent dans la guerre. Hitler n'a alors plus qu'une obsession, tenir toutes les positions, jusqu'à ce que tous les Juifs soient exterminés. Muss in Deutschland kommen und muss sagen, den Frieden wollen wir, aber diese ununterbrochene Entrückung lehnen wir ab. Il savait que la guerre ne pouvait plus être gagnée. Avec l'échec de la campagne de l'Est en 1941 et l'entrée des USA dans la guerre, l'échec de son plan était clair pour Hitler. Et il a au moins tenu jusqu'au bout à tuer les Juifs. Il pensait que si nous perdons, au moins les Juifs ne doivent pas survivre. En mars 1942, Hitler donne l'ordre de lancer l'opération Reinhardt. L'extermination systématique de plus de 2 millions de Juifs polonais, ainsi que de 50 000 Roms dans la Pologne occupée. La guerre pèse sur la santé d'Hitler. Il doit supporter des déplacements, de longues veillées, du stress. À une ou deux reprises, il s'effondre. Et à la manière qui lui est si particulière, il dit à ses officiers « c'est de votre faute ». Avec la consommation intensive de drogue, apparaît l'accoutumance. Hitler ne peut plus se permettre de manquer une seule injection. Quand il est en déplacement, on n'hésite pas à arrêter le train privé du Führer en pleine voie pour que Morel puisse plus facilement le piquer. Enfermé dans son monde de drogués, Hitler ne prend plus ses repas avec les généraux. Il reste désormais seul toute la journée et n'apparaît que la nuit venue. Oubliez les grands discours, oubliez les meetings démesurés. Ces images appartiennent au passé. La drogue est devenue un substitut chimique à l'énergie qu'Hitler tirait de ses contacts avec la foule qui l'adulait. Il ne parle plus au peuple allemand. Il ne tient plus de discours parce qu'il ne peut plus proposer de solution. Mais il est convaincu qu'un miracle va se produire. Pendant ce temps-là, en Russie, l'étau se referme sur l'armée allemande. Il ne voulait pas se rendre. Cela faisait partie de son caractère, tout ou rien, aucun compromis. Hitler ne se souciait pas du sacrifice de ses troupes. Là, tout d'un coup, l'opinion allemande se retourne. Pour eux, désormais, ce n'est plus la victoire, ce n'est plus l'enthousiasme. C'était le régime idéal, mais ça devient peut-être un régime honni. Hitler exige des médicaments toujours plus puissants et Morel va devoir relever le défi. Visiblement, le cocktail vitamines, hormones, stéroïdes ne suffit plus. Nous avons consulté la fiche du patient A. Pour le deuxième trimestre 1943, une nouvelle substance y est notée. Elle est soulignée 3 fois. C'est l'Eucodal. L'Eucodal est proche de l'héroïne. Contrairement à l'héroïne, elle a un fort pouvoir euphorisant. C'est-à-dire qu'on est d'une part dopé et qu'on a l'esprit plus aiguisé, et d'autre part qu'on ne ressent plus de douleur et qu'on se sent tout simplement invincible. C'est la drogue idéale.
On se sent puissant, lucide, et on croit qu'on a raison dans tout ce qu'on fait et dans tout ce qu'on dit. À quelle fréquence Hitler a-t-il pris de l'Eukodal? 24 prises au moins sont avérées. Mais est-ce bien tout? Que veut dire ce mystérieux X qui revient fréquemment dans les fiches de Morel? Et cette note qui revient partout? Injection comme d'habitude. Injection comme d'habitude n'a pas de sens et ne sert qu'à remplir la page, ou bien à écrire qu'il a fait une injection, mais à cacher en même temps ce qu'il y avait dans la seringue. Et la même chose vaut pour X. Pour Norman Höller, pas de doute. Derrière ces X, derrière ces injections comme d'habitude, se cache l'Eukodal, cette drogue hyper puissante qui permet à Hitler, comme le 18 juillet 1943. Les Allemands viennent de subir une énorme défaite sur le front russe, à Koursk. Une semaine avant, les Alliés ont débarqué en Sicile. L'Italie est sur le point de rompre son alliance avec l'Allemagne. Ce jour-là, Hitler reçoit Mussolini. Le Führer doit absolument le convaincre de rester de son côté. Quelques instants avant leur rencontre, Morel administre au Führer une injection d'Eukodal. Une fois de plus, la drogue fait des miracles. Hitler était manifestement défoncé. On le voit sur les images lors de sa rencontre avec Mussolini, agiter ses bras dans tous les sens. Il était manifestement chargé. À l'issue de cette rencontre, l'Italie reste dans le jeu. Hitler peut dire merci au bon docteur Morel. Le soir, Hitler a dit à Morel « Le succès de ce jour est le vôtre ». Car Morel lui avait injecté exactement ce qu'il fallait pour cette rencontre. Mais Hitler est de plus en plus isolé. Alors que les défaites s'accumulent, la dégradation physique du Führer devient de plus en plus visible. Il n'a alors que 54 ans. Hitler s'affaiblit très vite physiquement. Sa peau devient grise, jaunâtre. Ses cheveux blanchissent. Son allure générale paraît moins soignée. Son esprit n'est plus aussi clair qu'avant. Il souffre de stress, de fatigue. Il y a beaucoup de témoignages sur son vieillissement rapide. Il n'avait que la cinquantaine. Il semble développer la maladie de Parkinson. Sur ces images, on voit Adolf Hitler tenir son bras afin de retenir les tremblements caractéristiques de la maladie. De plus en plus souvent, Hitler s'enferme dans de longs monologues sans queue ni tête. Désormais, son entourage le fuit afin d'éviter ses diatribes et ses crises de colère. On met ces changements de personnalité sur le compte de la fatigue. En fait, son usage répété de stupéfiants lui a rongé le cerveau. On peut voir à quel point le dosage de Kodal augmente. Une dose de 20 mg de Kodal en intraveineuse procure un effet inimaginablement fort. Cela n'a plus rien à voir avec une médication normale. Plus que jamais, Morel a toute la confiance du Führer. Hitler lui décerne même l'insigne de chevalier de la Croix du Mérite de guerre. 6 juin 1944. Jour du débarquement allié en Normandie. Les Allemands sont complètement pris de court. Le front de l'Ouest est désormais ouvert. D'un point de vue militaire, les dernières chances du Reich s'envolent. Hitler était le modèle, l'exemple à suivre. À cette époque-là, on commence à douter de Hitler. Et on se demande même s'il ne faudrait pas l'éliminer pour enfin obtenir la paix. Ces ruines impressionnantes sont celles de la tanière du Loup. Ce bunker, situé au nord de la Pologne, au cœur d'une immense forêt,
est devenu le principal QG du Führer. Protégé par des murs en béton armés de 2 mètres d'épaisseur, entouré de champs de mines. C'est là que le 20 juillet 1944, Hitler va survivre à une tentative d'assassinat. Ce jour-là, Morel lui administre une de ses injections X, comme d'habitude, note-t-il dans son journal. 24 gradés sont réunis autour d'une grande table. Hitler est penché sur les cartes militaires. La déflagration est d'une terrible violence. L'attentat du 20 juillet 1944, Hitler manque d'y passer, il manque de mourir. Placé sous la table, l'explosif touche le Führer aux jambes. Ses tympans sont percés, mais il est vivant. Mussolini doit arriver dans 2 heures pour une importante visite d'État. Il faut agir vite pour remettre le Führer sur pied. Comme le montrent les fiches du docteur, pour la seconde fois de la journée, Morel procède à une nouvelle injection de X. Enveloppé d'une grande cape noire, Hitler se rend jusqu'à la gare où il accueille Mussolini. Mais au courant de l'échec de l'attentat contre le Führer, Mussolini s'écrie, devant un Hitler apparemment en pleine forme, « C'est certainement un signe du ciel ». Les 2 tympans percés d'Hitler nécessitent des soins urgents. On fait venir d'un hôpital de la région un spécialiste otorino, un certain Erwin Gissing. Il est là pour s'occuper des blessures au tympan d'Hitler. Et il a une nouvelle drogue dans sa trousse, la cocaïne. Il l'utilise en pommade interne dans la gorge d'Hitler. La cocaïne qu'administre Gissing, une solution à 10% aux effets très puissants, est livrée régulièrement depuis Berlin jusqu'à la tanière du Loup par le train spécial du Führer. Hitler prend vite goût à cette nouvelle drogue. Morel ne lui donne pas de cocaïne, et cela provoque tout de suite une rivalité entre Gissing, le nouveau médecin qui en donne, et Morel, le titulaire, qui donne des opiacés. Après l'attentat, le même jour, Hitler reçoit de la cocaïne et de l'Ocodal. Ça déclenche l'effet speedball. C'est-à-dire qu'on a un effet à la fois activant et euphorisant. Donc, d'un côté, vous avez l'activation due au psychostimulant, qui est la méthamphétamine et la cocaïne, et de l'autre côté, vous avez l'effet euphorisant qui est lié aux opiacés. On a un effet qui rentre en synergie, donc on a un effet encore plus puissant que les psychostimulants seuls. Quand on mélange 2 drogues si différentes, de la cocaïne et un opiacé avec un effet très puissant, on obtient un état d'ivresse extrême. Sous l'effet combiné de la cocaïne et de l'Ocodal, la cruauté d'Hitler ne connaît plus de limites. C'est le moment où Hitler va prendre les décisions les plus violentes vis-à-vis de l'élite militaire. Décider de liquider des généraux, de faire des procès sommaires, faire circuler les photos, les images de ces gens qui viennent d'être pendus. La répression est terrible. 600 traîtres sont exécutés. Les exécutions sont filmées et Hitler fait circuler les images. Il faut montrer à tous qu'il est encore le patron. Entre les injections d'hormones et de stéroïdes, plus la cocaïne et surtout l'Ocodal, Hitler n'a quasiment pas connu un seul jour de sobriété depuis l'automne 1941. Le Führer est accro. La dépendance, c'est une situation qui n'est pas du tout une situation agréable, c'est une situation de souffrance parce que le cerveau ne fonctionne plus correctement, on a des émotions incontrôlées, incontrôlables. La parano gagne Hitler. Fin 1944, il emménage dans un nouveau refuge en béton qu'il a fait construire au cœur du périmètre de haute sécurité de la tanière du Loup.
le Führer est maintenant entouré d'un rempart de 7 mètres d'épaisseur, de gravier et de béton. Il y a des murs chimiques et des murs de béton qui entourent Hitler. Il vivait comme un troglodyte dans son bunker. Il ne respirait jamais d'air frais. Il avait un mode de vie très malsain. Il se détériorait. Mais ça ne fait aucun doute que les drogues ont accéléré cette détérioration. Elles ont eu un effet sur son jugement. Ses capacités intellectuelles restaient les mêmes, mais son jugement était complètement brouillé par les mélanges de drogue. À la fin de l'année 1944, les tremblements d'Hitler gagnent encore en intensité. Dès que les effets de l'Eukodal se dissipent, les tremblements reviennent. L'état de santé d'Hitler est maintenant au cœur de toutes les discussions. Ces images, ce salut, appartiennent maintenant à l'histoire ancienne. Hitler doit cacher ses mains dans les poches de sa veste pour dissimuler son mal. Et si ces tremblements étaient une conséquence directe de sa consommation effrénée d'Eukodal et de cocaïne? On peut penser que ces tremblements étaient soit la maladie de Parkinson, soit un tremblement essentiel, mais que c'était lié, entre autres, à l'effet toxique d'une grosse prise de drogue, régulière et permanente. Les veines du dictateur sont désormais tellement ravagées que Morell parvient à peine à les piquer. Il explique à Hitler qu'il faut abandonner les injections car il ne peut plus trouver la veine. La veine est couverte de cicatrices. Des pustules se forment. Il y a une inflammation. Alors que les Alliés envahissent le Reich, l'Eukodal balaie les doutes d'Hitler et le rend aveugle à l'inévitable défaite. Sous l'influence combinée de l'Eukodal et de la cocaïne, Hitler espère encore que l'offensive des Alliés à l'Ouest peut être stoppée. Et pour cela, il a un plan. Attaquer à nouveau la France. Au moment où il a pris cette décision qui lui paraissait géniale, Hitler était dans un état d'ivresse intense. Mais il est trop tard pour renverser le cours de la guerre. Le 1er janvier 1945, la dernière grande offensive de la Luftwaffe, l'aviation allemande, connaît une issue fatale. L'offensive des Ardennes est un échec. Après cette date, Hitler ne recevra apparemment plus d'Eukodal. Quant au docteur Gissing, avec sa cocaïne, il est congédié. Pourquoi cet arrêt des drogues? Morell aurait-il des doutes sur l'opportunité de poursuivre son traitement? Ou bien le docteur craint-il la pénurie qui se profile? En décembre 1944, Darmstadt, la ville où l'entreprise Merckx fabrique l'Eukodal, est totalement détruite par l'aviation anglaise. Cela pourrait être une des raisons pour lesquelles Morell ne donne plus d'Eukodal à Hitler à partir de janvier 1945. De plus, Morell explique qu'il ne veut plus lui donner de narcotiques parce qu'il a des décisions trop importantes à prendre et que ça n'est plus possible. Le 16 janvier 1945, Hitler se résout à rentrer à Berlin. Dans le train du Führer, l'humeur est morose. Hitler se retire avec ses derniers fidèles dans le bunker installé sous la chancellerie du Reich. Il continuait à diriger les troupes, faisant évoluer sur une carte des armées qui n'existaient plus. Dans le bunker, il était dans un monde irréel, un monde de fantaisie. Les troupes de Staline se rapprochent inéluctablement. Le 3 février 1945, en une seule journée, 2000 tonnes de bombes sont larguées sur Berlin. Pendant ce temps, dans le bunker, les réserves de drogue touchent à leur fin. Il ne reste que quelques ampoules d'une préparation à base de foie, fabriquée sur place.
Au cours de ces dernières semaines, Hitler présente les symptômes du manque. Les tremblements s'aggravent. Son état physique se détériore encore. Le manque, quand on est en rupture de stock, se caractérise par une extraordinaire agressivité, un énervement permanent. Chaque émotion devient insupportable. Dans les derniers moments, dans les dernières semaines, Hitler disait clairement qu'il allait se suicider. Morel annonce alors à son patient qu'il n'y a même plus de cachet de vitamultine. Le 16 avril 1945, l'offensive finale est lancée sur Berlin. Le cerveau détruit par des années d'abus de drogue, Hitler déclare « Les Russes vont connaître la plus sanglante défaite de tous les temps ». Le 20 avril, Hitler fête pour la dernière fois son anniversaire. Il a 56 ans. Les convives boivent du champagne. Les gens discutaient de la meilleure façon de se suicider, en se tirant une balle ou en prenant du poison. Pendant ce temps, Hitler distribuait des capsules de cyanure comme si c'était des bonbons à sucer avant le décollage pour l'autre monde. C'était la folie totale. À l'étage, les SS faisaient des orgies dans la chancellerie du Reich. Il y avait de la nourriture, du champagne, de l'alcool. Le lendemain, les orgues de Staline, l'artillerie lourde de l'armée soviétique, pilonnent le centre de Berlin. Le même jour, le docteur Morel est congédié. Il a commis en tant que dealer d'Hitler la seule faute qu'on ne doit pas commettre quand on est dealer, rendre ses clients accros à une substance et ensuite ne plus l'avoir à disposition. À 2h de l'après-midi, un avion décolle de Berlin. Morel prend la fuite. Il est arrêté par les Américains qui l'interrogent assez longuement jusqu'à l'été 1946. Il meurt peu de temps après, manifestement des suites de sa détention par les Américains. Le 27 avril, Hitler distribue du cyanure à ses derniers fidèles. Le bunker de la chancellerie se trouve maintenant au centre des affrontements qui se rapprochent de toutes parts. Le dénouement est proche. Le 29 avril à minuit, on célèbre en hâte le mariage d'Hitler avec Eva Braun. Le repas de noces est frugal. Il n'y a presque plus rien à manger dans les réserves du bunker. Hitler dicte ensuite son testament, puis il fait avaler une capsule de cyanure à sa chienne Blondie, afin de s'assurer de l'efficacité du poison. Le 30 avril, vers 15h, Adolf Hitler et Eva Braun se suicident, en avalant chacun une capsule de cyanure. Hitler termine le travail en se tirant une balle dans la tête. Hitler était-il un junkie? Son addiction à la drogue a-t-elle contribué à plonger le monde dans l'horreur? Les historiens n'ont pas fini d'en débattre. Je suis de l'avis que les décisions de Hitler n'étaient pas influencées par les drogues ou les médicaments. Höller a pris quelques exemples et les a exagérés, hors de toute proportion. Hitler n'était pas influencé par les drogues, mais par sa personnalité. Pourtant, loin de vouloir trouver des circonstances atténuantes au crime du nazisme, Norman Höller a bien la certitude que l'addiction d'Hitler éclaire d'une manière nouvelle notre connaissance de cette époque noire. En raison de la monstruosité des crimes qui se sont produits, je pense qu'on est très prudent envers les approches inhabituelles et qu'on réagit tout d'abord par le refus. Et puis, il y a des historiens qui veulent protéger leur terrain. Mais l'histoire est trop importante pour la laisser aux historiens. Hitler junkie. La science pourra peut-être permettre de trancher. Pour le savoir, nous sommes allés à Moscou. Après la mort d'Hitler, son corps est transporté par ses derniers fidèles dans les jardins de la chancellerie.
Là, le cadavre est aspergé d'essence et incinéré grossièrement. Hitler en avait fait la demande dans ses dernières volontés. Quelques jours plus tard, les restes de son corps sont retrouvés par les officiers de l'armée rouge qui investissent le bunker. Une mâchoire formellement identifiée grâce à l'empreinte dentaire du Führer est rapportée à Moscou. Le reste du squelette est inhumé dans les jardins de la chancellerie du Reich. Cette mâchoire est aujourd'hui conservée au siège du FSB, les services secrets russes. Malgré nos demandes, nous n'avons pas pu y avoir accès. Cependant, aux archives nationales de la Fédération de Russie à Moscou est aujourd'hui conservé un crâne qui pourrait être celui d'Adolf Hitler. Pourrait-il nous permettre d'acquérir la certitude de sa toxicomanie? En 1946, un an après la fin de la guerre, quand le corps d'Hitler avait déjà été inhumé, une commission s'est rendue à Berlin afin de mener des fouilles dans la cour de la chancellerie du Reich. C'est là qu'a été découvert une partie du crâne qui aurait pu être celui d'Hitler. Il existe une forte possibilité qu'il s'agisse du crâne d'Hitler, mais personne ne peut le confirmer à 100%. En effet, aucun résultat d'analyse ADN n'a été rendu public à ce jour. La question des analyses génétiques est problématique du fait de l'absence de matériel avec lequel comparer. Celui-ci n'existe tout simplement pas. Hitler n'a pas de parents prêts à se soumettre à des tests génétiques. Quant à effectuer des analyses toxicologiques qui permettraient de retrouver des traces de drogue sur les restes d'Hitler, ça n'est tout simplement pas au programme. La mission des archives nationales ou du FSB est la conservation des matériaux, des documents, des fragments, mais en aucun cas de la réalisation de tests biologiques. Ça, ce n'est pas la mission des archives. Même si les historiens ont aujourd'hui du mal à en accepter les conclusions, les recherches de Norman Höller ont permis de lever le voile sur des aspects jusqu'alors inexpliqués de la personnalité du Führer et sur l'incohérence de certaines de ses décisions. La preuve scientifique de l'addiction d'Hitler devra quant à elle attendre le bon vouloir des autorités russes. Un fait est cependant incontestable. Le régime nazi fut bien, du sommet jusqu'à la base, imprégné par la culture du pouvoir et de la performance à tout prix. Pour imposer sa domination sur le monde, l'Allemagne d'Hitler n'a pas hésité à avoir recours aux drogues à une échelle